Ouais, je crois que c'est réussi. Yes! Bonjour à tous mes petits planteurs et bienvenue dans cet épisode qui cette fois-ci ne va pas parler d'histoire et tout le tralala, mais on va parler plus de biologie, de physique et bien évidemment de chimie. Donc même si c'est un peu barbant pour certains, je pense personnellement que connaître comment fonctionnent les plantes de façon dans leur métabolisme aide à quand même mieux les comprendre. Et faire une petite vidéo sur comment se passe la photosynthèse à l'intérieur des plantes, simplifié hein, bien sûr, hein, on est sur une chaîne de vulgarisation, parce que sinon c'est quand même un sacré bazar le truc, et c'est beaucoup plus compliqué que ça y paraît. Mais ici on est là pour simplifier, et on va rendre ça facile, ça va être facile. Mais avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est gratuit et ça aide beaucoup à notre visibilité, à ramener plus de monde, hein, puis plus de discutes dans les commentaires, etc. Donc n'hésitez pas à partager, bien sûr, comme d'habitude, et à aller voir les autres vidéos. Mais après, pour le moment, vous regardez celle-là, vous irez y voir après. Donc la photosynthèse est un phénomène biologique et physique qui est vraiment réservé aux plantes. Il n'y a pas d'animaux qui en font, pas de champignons qui en font, bien que certains s'en servent, mais bon, après ça c'est côté parasite, tout ça, on verra peut-être ça plus tard. C'est le procédé qu'ont permis aux plantes de se développer alors qu'elles restent statiques. Voilà, alors que nous, autres animaux humains, on peut se déplacer pour aller chercher notre nourriture, etc. Déjà, le terme photosynthèse, étymologiquement parlant, ça vient de phos, qui veut dire lumière en grec, et synthesis, qui veut dire combinaison. La combinaison de la lumière et d'autres choses, quoi. On va déjà commencer par faire quelques généralités, les principes assez simples, et on verra ensuite quelques cas particuliers. Donc, en gros, pour qu'une plante vive et se développe, il lui faut de l'eau, de la lumière et du CO2, aussi appelé dioxyde de carbone. La plante a besoin de ces trois éléments, enfin, il y en a plus, parce qu'il y a des sels minéraux dans l'eau, etc., mais on va pas prendre ça en compte, parce que sinon ça va prendre des équations vachement chiantes. Mais c'est ce qui va lui permettre de se développer. Et ces trois éléments sont essentiels afin que la plante synthétise du glucose, ou bien des sucres, qui vont lui permettre de former de nouvelles cellules, de se développer, voilà. Et donc je vais vous expliquer comment ça se passe, simplement. Donc la photosynthèse chez les plantes se passe dans une cellule qu'elles ont de spécifique qui s'appelle le chloroplaste, qui contient la chlorophylle, qui lui donne cette couleur verte, en général. Et on y reviendra plus tard pourquoi, d'ailleurs. Pour simplifier grossièrement, la plante pompe son eau, l'eau monte à travers la plante, elle passe dans les feuilles, où la photosynthèse agit à l'aide des chloroplastes, ce qui permet l'élaboration de sucre, via le CO2 qu'elle prend dans l'air. Ça, c'est ce qu'elle fait la journée. La nuit, par contre, elle rejette du CO2, bien sûr, mais aussi de l'eau et de l'oxygène. Et oui, c'est cet oxygène qui fait en sorte que nous puissions respirer, car les plantes, et aussi le phytoplancton, produisent quasiment tout l'oxygène présent dans l'atmosphère. Enfin, surtout le phytoplancton, finalement, qui fonctionne un peu comme une microscopique plante. Voilà. Les plantes aussi, comme nous, transpirent. Vous avez sûrement déjà remarqué ça sur vos plantes, ça le fait souvent sur les ficus par exemple, qu'il y ait des petites gouttes d'eau qui perlent et qui tombent. C'est un processus qui permet de faire monter la sève dite brute, donc une sève pauvre entre guillemets, dans les feuilles de la plante via évaporation si vous voulez. Ça va faire monter la sève qui va se charger dans les feuilles avec tous les nutriments dont elle a besoin, c'est-à-dire le glucose en majorité, et va redescendre pour alimenter tout le reste de la plante, c'est la sève élaborée. Et la lumière émise du soleil est vraiment une très grosse source d'énergie. Ce n'est pas pour rien qu'on fait beaucoup de panneaux photovoltaïques afin de créer de l'énergie. Car la photosynthèse que produisent les plantes produisent à peu près 6 fois plus d'énergie que nous en produisons nous humains avec nos centrales et tout ça. Donc ça tabasse quand même. Les plantes n'absorbent pas toute la lumière blanche émise par le soleil, sinon elle nous apparaîtrait noire.
Mais elles nous apparaissent en général vertes, à part pour certains daltoniens, bien sûr, car la chlorophylle n'absorbe pas les longueurs d'onde vertes émises par la lumière, mais plus les longueurs d'onde bleues ou rouges. Donc ce qui reste, c'est le vert, ça rebondit, et c'est ce qu'on voit, les plantes sont vertes. C'est d'ailleurs pour ça que les professionnels qui travaillent uniquement sous lumière artificielle utilisent de la lumière verte pour travailler dans les plantes la nuit, afin de ne pas déranger leur cycle. Après, à part de rares exceptions, toutes les plantes et tous les végétaux font de la photosynthèse, mais ils grandissent avec... ils ne font pas tous au même rythme. Vous voyez, un bambou, par exemple, qui peut prendre plusieurs centimètres par jour, grandit pas aussi vite, par exemple, qu'un petit astéchium qui va prendre, lui, par exemple, quelques millimètres par an, et encore. Les espèces de plantes ont toutes plus ou moins des façons différentes de s'en servir, et on va voir ça dans la suite, avec des cas un peu plus particuliers. Effectivement, les plantes ne sont pas toutes vertes, il y a des feuillages parfois rouges, parfois jaunes, parfois panachés, et on va voir comment ça se passe au niveau de ces plantes-là. Pour les plantes panachées dites variegata, c'est un peu particulier, parce que le fait qu'elles soient variegata, c'est une anomalie. La plante n'aime pas ça, c'est une tare, si vous voulez. Donc les cellules qui sont jaunes ou blanches sont des cellules mutantes qui vivent au crochet des autres, c'est-à-dire elles profitent de la photosynthèse des autres plantes afin de pouvoir survivre, si vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des plantes variegata grandissent plus lentement et ont une durée de vie plus faible. Voilà, parce que c'est une tare. Il leur faut aussi souvent plus de luminosité d'ailleurs, du coup pour contrebalancer ces cellules qui ne servent à rien finalement. Après, il y a des espèces variegata naturelles ou des espèces dites chimériques, qui sont artificielles, souvent causées par un virus d'ailleurs, ou parfois même obtenues chimiquement grâce à certaines réactions qui font changer la couleur de l'épiderme de la plante. Mais après, bon, c'est dur d'avoir des variétés stables, et en général, ça finit par passer, la plante retrouve sa couleur naturelle au bout d'un moment. Donc, ça a un intérêt quand même limité. C'est sympa, mais c'est un intérêt limité. Pour le cas des plantes qui ont des feuilles rouges, et c'est naturel, elles contiennent, en plus de la chlorophylle, des caroténoïdes. Ce qui leur donne cette couleur rouge, et en plus, ça va absorber des éléments du spectre lumineux qui ne sont pas absorbés par la chlorophylle d'habitude. Certaines plantes ont parfois même une double couche, c'est-à-dire une couche verte, de chlorophylle classique, et une couche rouge en dessous, qui permet de filtrer 2 fois les rayons lumineux. On voit souvent ça d'ailleurs chez les plantes d'ombre, des plantes qui n'ont pas accès à beaucoup de lumière naturellement, donc le peu qu'elles ont, elles la prennent 2 fois. Elles essayent de le prendre 2 fois. Certaines plantes ont aussi un épiderme un peu argenté, mais ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec la chlorophylle, c'est plus une histoire de protéger la plante des rayons du soleil, car là, à l'inverse, ce sont des plantes qui sont en général très exposées, et ça agit un peu comme un miroir afin qu'elles ne brûlent pas. On va ensuite aller faire un tour sous l'eau, voir ce qui s'y passe un petit peu, car les algues font aussi de la photosynthèse. Donc déjà, pour commencer, attention, faut pas confondre algues et plantes aquatiques. Pas pareil. Les algues, déjà, sont plus primitives, ont un métabolisme un peu plus simple, et elles n'ont pas, à proprement dit, de racines. Elles s'accrochent juste à un support, et elles forment ce qu'on appelle un thalle, voilà, ce qui permet de flotter, si vous voulez. Elles n'ont pas besoin de sol, et pompent uniquement dans l'eau de mer, dans la plupart des cas, dans l'eau de mer ou l'eau des océans, tout ce qu'elles ont besoin pour faire cette photosynthèse. Alors que les plantes aquatiques, elles, c'est différent, c'est des plantes un peu plus évoluées, en général, elles forment quand même des feuilles, elles fleurissent parfois même hors de l'eau, comme les lotus, les nymphéas, tout ça, et possèdent des racines qui sont vraiment ancrées au fond, et elles se servent de ces racines pour puiser ce qu'elles ont besoin, au fond de l'eau. Mais les plantes aquatiques un peu plus évoluées, c'est un peu un mix entre les deux, mais on va déjà commencer par les algues. Donc les algues sont juste accrochées à un support, donc elles pompent tout ce qu'il leur faut dans l'eau de mer, c'est-à-dire le CO2, les éléments minéraux, etc. Et le soleil qui perce la surface vient activer cette photosynthèse qui leur permet bien sûr de rejeter, de créer leur sucre bien évidemment, pour grandir, se développer, se reproduire, et aussi rejeter de l'oxygène et du dioxygène dans l'eau, ce qui permet d'alimenter les océans en oxygène. Mais elle reste assez en surface, c'est vrai qu'en dessous de 30 mètres de profondeur, en général, on n'en trouve quasiment plus, car les rayons du soleil ont vraiment du mal à percer, et la photosynthèse n'est plus possible. Le phytoplancton fonctionne à peu près de la même façon, et d'ailleurs, il en relâche beaucoup d'oxygène dans l'air et dans les océans, celui-là, et fonctionne quasiment comme une algue, sauf qu'il dérive dans les courants. C'est d'ailleurs eux, avec l'oxygène qu'ils ont rejeté, qui ont permis de fabriquer la fameuse couche d'ozone, ce qui filtre les rayons ultraviolets du soleil, sans quoi, pas de vie. La Terre serait sèche, Mars quoi, serait comme Mars. Pour certaines plantes aquatiques, c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'elles vont prendre des éléments au fond de l'eau avec leurs racines, mais vont quand même prélever de l'oxygène dans l'eau et en rejeter dans l'eau aussi.
et souvent certaines fleurissent hors de l'eau car elles sont pollinisées par les insectes. Donc les algues et les plantes aquatiques ont un processus assez similaire, sauf que elles ne prennent pas ce qu'elles ont besoin dans l'air, mais dans l'eau. Ah, pour les résineux, alors, contrairement aux plantes dites caduques qui stoppent leur photosynthèse en hiver, car elles ne peuvent plus pomper l'eau du sol à cause du fait que ce soit gelé en général, c'est un système de protection qui leur évite de se dessécher et de continuer à transpirer pour rien. Les résineux et conifères, qui sont assez primitifs aussi, ont trouvé une petite parade pour limiter ça. Le fait d'avoir des aiguilles plutôt que des feuilles, car la photosynthèse se fait de la même façon dans les aiguilles, si vous voulez, cela permet de limiter la surface d'évaporation, ce qui fait que la plante continue à transpirer, mais relativement peu. Et l'épiderme des aiguilles est aussi recouvert d'une sorte de cire qui limite encore plus l'évaporation. Voilà, il n'y a pas énormément de trucs à dire sur les conifères, mais ils ont quand même un petit style à eux. On va parler maintenant du cas des cactées ou des plantes grasses, qui elles sont des plantes beaucoup plus évoluées, qui évoluent dans un milieu très particulier où il y a peu d'eau, donc il a fallu s'adapter. Ces plantes, en général, dès qu'il pleut, se gorgent d'eau, afin de pouvoir avoir leur petit stock pour leur photosynthèse. C'est le cas des crassulas, par exemple, qui ont des feuilles très épaisses, où elles stockent tout ça. Elles font leur petite réserve, elles ont tout ce qu'il faut sous la main, ou sous la feuille, si je puis dire. Ah, je suis très drôle. Pour pouvoir continuer à faire leur photosynthèse, même quand il n'y a pas plu depuis des mois. Pour les cactées, c'est un peu différent, car 99,9% des cactées ne possèdent pas de feuilles. Et du coup, les cellules de chlorophylle et les chloroplastes sont situées sur leur tige. Voilà, c'est sur la tige du cactus. C'est assez unique, un peu comme leur principe, car ils font de la photosynthèse inversée. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, je sais pas si ça s'appelle, je crois que ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça de la photosynthèse inversée. C'est juste que la journée, ces plantes vont juste emmagasiner un maximum d'énergie solaire, faire leur photosynthèse à l'intérieur, et uniquement la nuit, faire tous leurs échanges gazeux, afin d'éviter la transpiration et de perdre trop d'eau pour rien. Oui, dans ces milieux où il fait parfois plus de 50 degrés, c'est pas très conseillé pour les plantes de laisser leurs stomates, c'est les petites ouvertures, si vous voulez, qui permettent les échanges gazeux de la plante à l'air, et vice versa, ouverts trop longtemps, car ça se dessécherait d'une vitesse. Certains, comme les lithops par exemple, font aussi ce principe et ont encore trouvé une technique afin de ne pas brûler et de ne pas perdre trop d'eau, c'est que les chloroplastes sont situés uniquement au fond de la plante, ce qui fait que ça filtre déjà la lumière, ce qui leur permet de ne pas brûler, car ils vivent dans des environnements très arides. Oui, ce sont des plantes, c'est pour ça que je les aime d'ailleurs, qui se sont vraiment bien adaptées à leur milieu, qui sont vraiment très difficiles, et où c'était compliqué de voir apparaître des sources. Pas d'eau, pas de photosynthèse, donc elles se sont super bien adaptées. Bon, elles ont un rythme de croissance qui sont en général très lents, parce qu'on ne peut pas tout avoir non plus. Donc voilà, on commence à arriver à la fin de cet épisode. C'était vraiment, c'était du survol, hein. Pareil, si pour approfondir, ce serait vraiment assez compliqué, parce que c'est un procédé assez complexe dans le détail. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner, il y a des très bons articles, il y a des très bonnes choses. Mais par contre, c'est un peu plus... dans le détail, c'est un peu plus coriace. Mais pour une chaîne qui parle de plantes comme la mienne, je trouvais ça assez essentiel de faire un petit point sur ce principe, quoi, qui est unique. Ça permet quand même à des organismes de se développer, parfois de prendre plusieurs dizaines de mètres, parfois centaines, comme on a vu la dernière fois, sans avoir à bouger. Je trouve ça assez fascinant et voilà, je voulais l'aborder de façon un petit peu simple, hein. On est sur une chaîne de vulga, je vais pas rentrer dans les détails, vous allez vous endormir sinon. Donc voilà les planteurs, c'est la fin de la vidéo, on se retrouve bientôt pour autre chose, hein. Il doit y avoir un vote en cours en ce moment, sur une plante fleurie cette fois, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo bien sûr, à commenter si vous voulez des petites précisions, même si je suis pas non plus un gros crack en biologie, hein. Il y a des chaînes bien plus compétentes pour ça, mais pour l'instant vous êtes chez moi, alors restez jusqu'à la fin, ça fait plaisir, merci d'être resté. Mettez un petit pouce bleu si vous avez envie, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux qui s'afficheront à la fin, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver, c'était l'inverse, mais c'est pas grave. Bonne journée, salut les planteurs!